Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur cette qualification légendaire, mythique, historique des Parisiens qui sont revenus à Paris dans la nuit de mardi à mercredi, accueillis par quelques supporters au Bourget en attendant le tifo et l'accueil du Parc des Princes dimanche contre l'OM, le punching ball qui arrive et en attendant bien sûr on va revenir sur tous les détails de ce match mardi soir à Anfield, 120 minutes, les pénaltys, on va passer au peigne fin, toutes les prestations individuelles de tout le monde et essayer de ne rien louper de cette double confrontation absolument incroyable qui marque l'histoire du club. Déjà pour commencer, vraie question, est-ce le plus gros exploit de l'RQSI pour le PSG, parce que on parle quand même du Liverpool premier de Première Ligue, du championnat de la Ligue des Champions, avec le meilleur joueur du monde dans ses rangs avant la double confrontation, Mohamed Salah, puisque après, peut-être que le meilleur joueur du monde est un autre et dans nos rangs, mais c'est vrai que sur cette question, j'ai une réponse qui est quand même assez claire, on les a tous vécus et c'est au-dessus. C'est au-dessus de Chelsea, par exemple, en 2015. Pourquoi? Parce que le Chelsea de 2015 est une superbe équipe, mais je pense pas que ce soit le Liverpool de 2025. Le match aller ne t'avait pas mis dans une situation aussi défavorable, tu fais que match nul. Là, t'as perdu, surtout avec le coup de massue du but d'Elliott. Et au retour, alors certes, t'es à 10 contre 11 sur les 3/4 du match, mais tu ne fais que match nul. Là, sur les 120 minutes, tu gagnes en fait. Le match est gagné à Anfield avec un clean sheet. Un clean sheet. Alors que à Chelsea, tu fais 2-2. Donc vraiment, tout ça pour moi met ce match, cette double confrontation, au-dessus de celle contre Chelsea. Bon, on peut aussi citer celle contre Dortmund, peut-être le Bayern en 2021, mais pour moi, ça reste quand même au-dessus de tout ça. On a assisté à vraiment quelque chose d'historique. Sortir une Anglaise, un club mythique, 6 Ligues des Champions Liverpool, c'est absolument extraordinaire. Et si on avait à revenir sur les prestations individuelles, la première d'entre elles serait évidemment Luis Enrique, parce que c'est l'aboutissement de son projet, de son plan de jeu avec la concurrence qui fait que les remplaçants sont tous investis là pour pousser les titulaires. C'est vrai que c'est pas très valable sur la défense, mais au milieu et en attaque, bah en fait, tu as 4-5 joueurs pour 3 postes, ce qui fait qu'en 2 matchs, tu peux sauter du 11 et que les entrants sur un tel match se fondent rapidement en fait dans le rythme du match, dans les principes de l'équipe, parce que ils jouent beaucoup, souvent, tout le monde est impliqué, tout le monde se sent du moins impliqué par Luis Enrique. Et puis bien sûr, hein, les principes tactiques, même si on a été un peu forcé de jouer contre nature avec Liverpool qui nous met tempête sur le premier quart d'heure et aussi en deuxième mi-temps, hein, qui a été globalement la meilleure séquence de Liverpool. Donc le coaching, même s'il est un peu tardif, il est très bon. Il gagne la bataille avec Arne Slot. La façon de vivre le match, hein, les ajustements de Luis Enrique, les consignes et puis les images. Voilà, en fait, il n'y a pas besoin d'analyser les images qu'on a vues. C'est-à-dire un groupe voilà, qui est ensemble avec un vrai leader, Luis Enrique. Les prolongations, donc on voit tout son leadership. Les tirs au but. Alors, il a dit, je crois, qu'il ne les avait pas travaillés la veille, mais c'est merveilleusement bien effectué cette séance. Voilà. Déjà, tu rentres Gonzalo Ramos, c'est un bon coup juste avant la séance. Tu donnes à Doué, hein, alors il force un peu, mais tu donnes. Tu mets Vitinha, ton meilleur tireur, en premier. Je rappelle qu'il y a plein d'équipes et de joueurs aussi qui veulent tirer en dernier pour être les héros de la soirée. Et au final, la séance ne va même pas jusqu'au dernier tir au but, ils ne peuvent même pas tirer. Donc c'est vrai que c'est... Et Donnarumma aussi qui dit, voilà, je suis allé au vestiaire au coup de sifflet final parce que j'avais envie de pisser, mais aussi pour récupérer un papier que j'avais élaboré avec mon entraîneur des gardiens. Et au final, il plonge du bon côté sur 2 pénaux. Donc, et pourtant, c'était pas si bien parti parce que sur le premier penalty, il bouge pas. Et là, je me dis, en fait, les 2 premiers pénaux, c'est là où on a eu le plus peur parce que sur le reste, la séance, on va pas se mentir, avec le retour,
bon, c'était assez tranquille, on n'a pas vraiment tremblé. Vitinha, bien sûr, meilleur tireur de l'équipe, mais finalement, sur les 4 de mardi, celui qui a peut-être le moins bien tiré, parce qu'Alisson est aussi proche de le repousser, mais parce qu'il est tiré pas vraiment ras du poteau. Et le péno, c'est ça là, où Donnarumma ne bouge pas. Ah, je me dis, punaise, pourquoi il choisit même pas un côté psychologiquement, quand le gardien ne choisit même pas de côté, ouais, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Mais au final, séance merveilleusement bien gérée. Moi, j'aimerais revenir sur les coups de pied arrêtés, parce que ça a été notre point faible, hein, bien sûr, 12 corners, mais aussi les coups francs excentrés. Ça a été à la fois notre point faible, mais encore plus, parce que de l'autre côté, en fait, notre point fort, c'est que Liverpool ne s'est illustré que sur coups de pied arrêtés. Dans le jeu, ils n'ont quasiment pas d'occasion mardi. Et même sur le match aller, bon, à part le but, il n'y a pas d'occasion de Liverpool, de situation dans le jeu. Et ça, je trouve que ça n'a pas été assez souligné. Pour revenir sur les coups de pied arrêtés, les sorties de Donnarumma, je pense qu'il y a eu un travail mental. On lui a dit, sors le plus possible et tout ça, et donc ça a payé, puisqu'il a boxé la plupart du temps les ballons, donc il y a, je pense, une influence du staff, peut-être pas Luis Enrique directement, mais son entraîneur des gardiens, donc ça c'est beau, et si Liverpool marque sur coup de pied arrêté, je sais même pas si c'est validé, parce que si vous les reprenez, les blocs qui sont faits par des joueurs sur Donnarumma, ou même sur certains d'entre nous, par exemple, Fabian Ruiz qui lâche le marquage de Van Dijk sur un des premiers corners. C'est parce qu'il est bloqué. Et je crois même que sur cette même action, il y a Konaté qui se met devant Donnarumma. Mais vraiment, c'est une action, enfin, s'il y a but, pour moi, ça peut pas être validé. Parce que il se met devant Donnarumma, genre. Il est devant Donnarumma et il gêne Donnarumma. Cette histoire de bloc. Alors, quand Arsenal était en vogue et marquait beaucoup de corners, c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça faisait un peu polémique parce que leur tactique était basée justement sur des blocs. Donc là, ça s'est un peu atténué. Peut-être que ça reprendra quand ils recommenceront à marquer Arsenal, parce que ces derniers temps, ils marquent un peu moins sur corner. Mais voilà, Liverpool, c'était grossier. C'était encore plus grossier qu'Arsenal. C'était un Arsenal version Wish. Et donc, je suis très sérieux. Il y a certains blocs, si ça finit en but, je pense que ça peut, et ça doit surtout, être annulé. Donc voilà, pour revenir un peu sur ces histoires de coups de pied arrêtés. Passons aux joueurs et commençons par l'homme du match, celui de l'UEFA qui est reparti avec le petit trophée, et des supporters, parce que globalement ça fait consensus, Donnarumma. Évidemment Donnarumma, il sort le meilleur match de sa carrière parisienne de très très loin. Il y avait eu son tout premier en Ligue des Champions contre Manchester City, où il fait 7 arrêts, mais premier match d'une phase de poule, c'est pas 8e de finale retour à Anfield dans le contexte dans lequel il était. C'est-à-dire qu'il passe d'ennemi au match aller à aduler héros au match retour. Surtout, il est fort sur son point faible, qui sont les sorties aériennes. Il boxe très bien les ballons, les timings sont bons, il n'hésite pas, donc ça c'est vraiment bon. Son autre point faible, les pieds, c'est vrai qu'en première mi-temps, il fait un peu peur là-dessus. Il y a des ballons, des parpaings déjà qui sont rendus. Son tout premier ballon, je crois qu'il y a une pression énorme de Liverpool et c'est vraiment à la limite de le contrer directement avant qu'il fasse la passe. Mais voilà, il fait clean sheet en 120 minutes à Anfield. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Il y a aussi des arrêts, bien sûr, hein, celui en deuxième mi-temps sur la tête. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis après, pour revenir sur la séance de pénaux, j'ai dit que dans les airs, il était fort sur son point faible. Évidemment, les pénaux, bah, il est fort sur son point fort. Voilà, c'est avec l'Italie. Alors la statistique que j'ai sortie dans le débrief à chaud de 6 séances de pénaux, 6 réussis, elle était fausse parce que il y a celle contre Nice en Coupe de France qu'on perd. Mais voilà, il est encore très fort. De toute façon, ce sont les matchs qu'il apprécie. Et Lizarazu a fait une remarque assez pertinente, je trouve, pour une fois avec lui. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, Donnarumma, c'est le genre de gardien qui a besoin de beaucoup d'occasions, d'être canardé complet pour s'illustrer et faire du coup un volume d'arrêt absolument sidérant sur un match. Et je trouve que c'est assez vrai. Il a besoin d'être toujours comme ça, galvanisé, chaud bouillant, parce que bah, c'est le genre de gardien qui, lorsqu'il ne l'est pas, eh bien, peut perdre la concentration.
typiquement. Ça se lit en fait sur ses expressions faciales que Donnarumma n'est pas un gardien qui reste concentré tout le temps. Donc bon, c'est vrai qu'il a besoin d'être sollicité pour être bon. Alors le drame, c'est que c'est absolument pas nos physionomies de match. C'est absolument pas ce qu'on cherche. On n'accepte pas du tout de subir comme on l'a subi, comme on a subi mardi. Donc voilà. Alors après, est-ce que ce match a changé son avenir parisien et sa carrière? Au niveau de la prolongation, c'est vrai que je connais trop bien mon club pour pas me dire que là, ils vont se dire, ça y est, on va le faire signer. Tu vois, on a fait tellement de prolongations avec le cœur, machin, après des prestations absolument incroyables, que je vois bien tonton Nasser lui proposer le contrat. Bon, je prendrai mes précautions, voilà, même si bien sûr, encore une fois, il faut voir ce qu'il y a sur le marché. Et notre capacité aussi à le faire partir si on veut le faire partir Donnarumma. Parce qu'il lui restera 1 an de contrat. C'est pas dit qu'un club veuille mettre et une indemnité et reprendre son giga salaire. Voilà, et que lui veuille aller dans un club à 1 an de la fin de son contrat. Bref. Surtout qu'il a confiance en lui et que recruter cet été ne voudra pas dire que voilà, Donnarumma sera complètement éclipsé, tu vois. Parce que, encore une fois, cette question de être ultra sollicité pour être bon, elle s'applique à plein de gardiens. C'est-à-dire que tu as plein de gardiens qui aujourd'hui sont excellents dans des clubs où ils concèdent 6-7 grosses occasions par match. Et donc, au PSG où tu n'as qu'un seul arrêt à faire, c'est difficile de les imaginer aujourd'hui parce qu'ils ne montrent pas ce qu'on attend en fait lorsque tu es chez nous. Si on veut revenir sur Donnarumma et voir la chose de l'autre côté en inversant la focale, peut-être que ce match à Liverpool, en Mondiovision, contre une équipe anglaise, qui on le rappelle évidemment est le pays, le championnat le plus puissant du monde, l'a bien vendu. C'est-à-dire que peut-être que tu as des clubs qui vont se dire « Ah ouais, c'est vraiment un bon gardien ». Et peut-être qu'en termes de valeur marchande, il a pris et qu'il va attirer sur la base de cette performance des clubs cet été. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite bien évidemment. On lui souhaite, on lui souhaite de réaliser évidemment ce qu'il veut et lui ce qu'il veut, c'est rester au PSG. Après, on n'est pas supporter de Donnarumma, on est supporter du PSG. Mais voilà, meilleur match de sa carrière parisienne évidemment. Hakimi, la première mi-temps, c'est sa pire depuis très longtemps, hein. Vraiment depuis l'époque où il était ciblé à la relance, peut-être depuis les poules de la saison passée. Je sais pas, match à Newcastle peut-être, parce que vraiment ça a été très compliqué, techniquement pas au niveau, face à une équipe qui te presse, rien de surprenant, mais il a rendu trop de ballons, et puis physiquement il était un peu dépassé, il peinait à exister sur les phases offensives. Après, plus le match avance, plus son coffre et le fait que ce soit un cheval, le fait exister dans le match. Et au final, en prolongation, il est un peu partout, hein. On retrouve le Hakimi vraiment face à une équipe de Liverpool complètement amorphe, voilà, qui se projette, qui est un peu partout, présent. Donc ça fait plaisir. Et surtout, ça éclipse un peu les tentatives d'explication de sa performance un peu moyenne par le Ramadan. Parce que c'est vrai que tu serais tenté de te demander si c'est pas justement cette période où voilà, du coup, il y a une baisse d'énergie et tout ça pour lui. Mais déjà, le Ramadan de cette année n'est pas le plus difficile parce qu'il est tôt, hein. Le 13 mars, le soleil, il se couche pas comme en juin. Et donc, voilà, il mange bien 2 heures avant le coup d'envoi. Donc, ça lui laisse le temps de manger, boire et même de digérer. Parce que c'est vrai que quand le phtor est à 20h45 et que le début du match est à 21h, tu peux pas t'envoyer une assiette de pâtes à 15 minutes du match, quoi. Donc, voilà, tu manges des dattes, des machins. Donc c'est vrai que là-dessus, cette explication pour moi ne vaut pas. Et puis bien sûr, elle ne vaut pas parce que plus le match avançait, plus il était le Hakimi qu'on connaît et le Hakimi qu'on aime, bien évidemment. Revenons sur Marquinhos. Son match a été analysé un peu bizarrement, j'ai trouvé. Il fait un match plein de sérénité pour moi. Sa première mi-temps, elle est vraiment bonne, hein, face aux vagues de Liverpool. Il flanche pas, il est là, il fait de bonnes interventions, il est propre, surtout il fait pas d'erreur. Avec ballon aussi, il est plutôt fiable, hein, il bonifie la plupart de ses ballons, même s'il y a aussi une part de passe complètement démago à Donnarumma, voilà, quand il est dans une situation inextricable et que plutôt que balancer en touche,
il la donne à Donnarumma. Mais ça, je pense qu'il y a aussi une influence des consignes de Luis Enrique qui veut absolument qu'on pose le ballon et pas qu'on envoie des parpaings et tout ça. Et après, en seconde, alors c'est vrai qu'en seconde, il est un peu dans le dur parce qu'il la commence avec ce carton jaune qui lui met l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais pas d'erreur flagrante, notable. Alors il sort. Alors c'est vrai que sa sortie, elle est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre parce que c'est le capitaine, tu t'attends pas à le voir sortir. Et du coup, c'est Marquinhos aussi, enfin celui voilà qui était un peu caca-culotte sur les dernières années. Et du coup, tu te dis, est-ce que on serait pas sur une sortie trace de pneu? Au final, en fait, on a appris qu'il était un peu touché. Alors c'est vrai que sur les célébrations après match, visiblement, il a complètement oublié. Mais là, il est incertain pour le Classico dimanche. Donc, moi, je privilégie la piste voilà, de la fatigue musculaire. Hein, ça se comprend, il commence à se faire vieux. C'est le plus vieux de l'équipe, tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai que cette sortie un peu prématurée comme ça peut influencer ta vision du match, tu vois. Tu te dis, c'est le capitaine, il abandonne l'équipe. Et peut-être aussi parce que il n'y a pas de geste marquant. Il n'y a pas, voilà, de gros tacles dans la surface, de sauvetage sur sa ligne comme Kvaratskhelia, comme Nuno au tout début du match, comme Pacho en deuxième mi-temps. C'est vrai que lui n'a pas ce geste salvateur, tu vois, qui fait la photo. Mais il a quand même un match très solide que personnellement j'ai adoré. Donc voilà, c'est vrai que Marquinhos, cette saison est vraiment très bon. Je suis désolé de prendre sa défense et justice a été faite parce qu'au match aller, bon, il est sur la photo du but alors que, sa première mi-temps au Parc des Princes, refaites-la. Et vous allez voir que c'est vraiment un match de porc. Voilà, donc j'étais vraiment déçu pour lui du duel avec Darwin Núñez, même si là aussi ça part de responsabilité. Beraldo fait une superbe entrée. Évidemment, alors il arrive dans le moment où on n'est pas ultra dominé, hein, où on reprend justement du jeu, mais il n'y est pas pour rien en fait. Il arrive aussi au moment où il y a l'entrée de Warren, qui récupère bon nombre de ballons, qui gagne des duels, ce qui met un coup derrière la tête aux joueurs de Liverpool qui en plus fatiguent vraiment, et les entrants ne font pas de différence chez eux à la différence des nôtres. Beraldo, par exemple, sur le gelon de Liverpool, a réussi à gagner des duels aériens. Et jamais j'aurais pensé dire ça de Beraldo quand je le vois rentrer. Parce que je suis comme ça quand je le vois rentrer en field. Et au final, c'est vrai qu'il gagne des duels. Et donc, ça fait que Liverpool ne peut pas jouer les seconds ballons. Voilà, ne peut pas trouver de relais. Et donc, ça, c'est super. Et sans parler, bien sûr, de sa qualité de pied à la relance, qui fait que Liverpool essaye tant bien de mal de te presser. Et lui annihile tout. Donc ça, c'est vraiment bon. Il a même une occasion de la tête sur un super centre de Désiré Doué. Mais quand il est côté gauche, Doué, c'est vrai que c'est un super centreur. On rappelle le but de Kolo Muani contre Lille en début septembre, oui, parce que c'était le 1er septembre le match. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est vraiment de très très bon augure. Surtout pour le match contre Aston Villa, en fait. Parce que Marquinhos est suspendu. On va le dire tout de suite. Le match est dans 1 mois. Il y aura des vidéos et tout ça d'ici là. Mais je pense que Beraldo a gagné, même pas sur son entrée contre Liverpool, sa titularisation contre Aston Villa. Déjà parce que Marquinhos est axe droit. Et en fait, quand Marquinhos n'est pas là, c'est tout le temps Beraldo qui est axe droit. Hein. Lucas Hernandez, on ne l'a jamais vu à ce poste-là. Bon, Kimpembe, on l'oublie. Et donc, c'est vrai que pour moi, ce sera Beraldo. Ce sera Beraldo le titulaire contre Aston Villa. On aura le temps, évidemment, de compléter, de détailler tout ça. Pacho, la première demi-heure, elle est compliquée. C'est vrai que tu sens un joueur peut-être dépassé par les événements, qui a ressenti de la pression, du stress, et qui au final, sur le terrain, est un peu perdu. Mais au final, il entre dans son match, et waouh. Même avec ballon, il décale Nuno sur plusieurs situations, vraiment bien. Voilà, on rappelle qu'à l'aller, l'action du rouge de Konaté, c'est Pacho qui lance Barcola dans la profondeur. Et là, voilà, il a mis Nuno Mendes dans de bonnes positions entre les lignes, des passes très bien senties, donc c'est vraiment cool. Et puis, les duels, voilà, sa capacité à remporter des duels, à être un excellent défenseur, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et il est incroyablement sous-coté. Alors peut-être du fait de sa nationalité, c'est vrai qu'un Équatorien qui en plus parle jamais, enfin, je suis allé sur son Insta, il n'y a rien sur sa vie, quoi. On ne sait pas ce qu'il fait, il poste jamais rien. Donc c'est vrai que quand tu penses à Pacho, tu ne penses qu'au terrain.
Alors c'est bien quand t'es supporter parisien, mais pour les autres, pour les observateurs de foot, bah malheureusement, ils regardent pas la Ligue 1 quoi. Les mecs à l'international, ils regardent pas la Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est difficile pour lui d'exister et tout ça. Mais quel joueur, quel défenseur. Peut-être même aussi il paye la philosophie de jeu de Luis Enrique en fait, où c'est vrai que les défenseurs, bon, sont pas vraiment mis en avant. C'est vrai que comme on a le ballon 70% du temps, ils sont pas vraiment sollicités, Marquinhos et Pacho. Donc c'est vrai que là-dessus, peut-être qu'ils payent aussi ça. Mais les sauvetages dans la surface, les duels remportés, c'est aberrant. Et on rappelle que Liverpool s'intéressait à lui avant qu'on ne le recrute. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il regrette vraiment de ne pas avoir foncé sur l'incroyable équatorien qu'est William Pacho. Surtout qu'aujourd'hui, Liverpool, ils ont des problèmes avec Konaté et Van Dijk. Donc Van Dijk est en fin de contrat. Je crois qu'il ne devrait pas prolonger et partir libre. Et Konaté, qui a, je crois, 1 an de la fin de son contrat. Donc il y a des clubs intéressés comme le PSG. Et donc on va voir comment ça va se passer. Il y a eu un papier de l'équipe hier ou aujourd'hui, je sais plus si c'est dans l'édition d'aujourd'hui, qui dit que le PSG cherche un central droit. Bon, ça c'est logique hein, depuis toujours, mais ils ont précisé dans l'optique d'un départ de Marquinhos cet été. Ok, bon, c'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs mois, hein, le fait que Marquinhos commence à vieillir et qu'à un moment donné, voilà, faudra changer de cycle. Le faire partir, je sais pas. Peut-être. Alors après, si tu fais un giga recrutement style Konaté, peut-être que tu peux te le permettre. Mais si tu veux recruter un joueur comme tu as l'habitude de le faire ces dernières années, donc un joueur Neves de la défense ou un Désiré Doué machin, peut-être garder Marquinhos en fait, pour que le joueur jeune machin prenne son temps, n'ait pas trop la pression dès son arrivée. Voilà. Nuno Mendes, je n'en démords pas. La double confrontation contre Mohamed Salah, c'est une des meilleures performances défensives que j'ai vues sur la dernière décennie de la part d'un latéral en Ligue des Champions. Et même dans le foot. C'est exceptionnel. Mais vraiment, le premier quart d'heure, il peine, mais il fait ce sauvetage miraculeux, en fait. Et après, Salah n'a pas vu le jour. Salah a été annihilé complet. Toujours rattrapé par Nuno. Si Liverpool ne se créait pas d'occasion dans le jeu, Nuno y est pour beaucoup. Très athlétique. Alors bien sûr, il y a des actions qui sont un peu limites. Celle dans la surface, là, deuxième mi-temps, c'est un peu bizarre. Mais il est exceptionnel. Et alors bien sûr, il en pâtit sur son jeu offensif, parce qu'il y a bien moins de montées. Mais sur le but, il est décisif parce qu'il a ce jeu de passe. Techniquement, il est très bon. Et on l'a dit. Ça, quand il est plus bas sur le terrain, cette qualité est vraiment exceptionnelle. Il fait, la passe élimine les 3/4 de l'équipe de Liverpool. Peut-être aussi parce que eux se livrent beaucoup à nous presser comme des dingues. Mais c'est une passe exceptionnelle. Et sur le match retour, c'est vrai que pendant 120 minutes, Nuno Mendes n'a pas fait d'erreur. Donc ça, c'est à signaler. Parce que c'est vrai que sur le match aller, bon, il fait le match parfait contre Salah. Mais juste après, sur Elliott, bah, en fait, il se fait avoir sur la première action. Bref, Vitinha, et on terminera sur lui cette vidéo, on reviendra demain sur les autres. Vitinha fait un match bien sûr excellent, énorme joueur. Après, je serais peut-être un peu moins dithyrambique sur lui que dans le débrief à chaud, où je disais oh, ben, c'est le meilleur machin. Avec le recul, alors il est là face au pressing, hein. Il est là avec le ballon, tu as la même impression qu'avec Verratti, ça ne va pas lui échapper, il va distribuer machin. Sans ballon aussi, il fait des appels qui sont très intéressants. Sur la passe de Nuno sur le but, c'est lui qui libère l'espace en se décalant sur le côté gauche et qui donc ouvre l'axe de la passe à Nuno Mendes, donc ça c'est très bien. Après, quand il a le ballon, je trouve assez peu de passes tranchantes en fait. Assez peu de passes qui font la différence, qui servent nos attaquants avec un temps d'avance. Parce que c'est vrai que les Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé dans le jeu, ils étaient un peu à la peine. Hein. À chaque fois qu'ils recevaient le ballon, c'était esselé, il n'y avait pas vraiment de projection, personne pour les accompagner. Ils le recevaient un peu tard, à chaque fois il y avait un vis-à-vis devant eux. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on aurait pu en attendre un peu plus. Et pendant les temps forts de Liverpool, ils subissaient un peu. Mais ça, c'est normal aussi. Son gabarit fait que c'est un milieu technique et pas athlétique. Donc quand Liverpool réussit à jouer sur ses forces, qui sont donc leur milieu athlétique, c'est un peu plus compliqué pour lui, même s'il gagne aussi pas mal de duels. Donc ça reste un match évidemment énorme de la part de Vitinha. Mais voilà, je voulais peut-être un peu nuancer. Et son penalty, si proche d'être sorti par Alisson, est-ce que ce serait pas ça finalement le tournant de la séance, ce premier penalty transformé avec chance, hein,
Vitinha. Voilà. Bref. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je check juste. Mais ouais, on va faire le reste demain, les amis. Ok, je vais juste l'enregistrer là dans les 5 minutes. Mais du coup, je posterai demain le reste des performances. Et avec du très très bon, bien sûr, comme pour tout le monde sur ce match contre Liverpool. Bonne soirée à tous. Et du coup, on se retrouve demain. Ciao les amis.